Donc va te prendre ça dans la gueule. Plus de milliardaires à Dubaï que à Bali. Là, vous avez annoncé le partenariat avec... Alors, je vais pas spoiler. Messieurs, deuxième essai du lancement de ce podcast. L'iPhone qui a volé juste avant cette prise. Voilà, On a voulu se présenter, mais l'iPhone est tombé, donc du coup, je suis pas sûr qu'on va... les aléas du direct. En tout cas, très cool de vous recevoir les gars depuis le temps qu'on se connaît, qu'on parle business, qu'on échange. Petit tour de table à la limite. On va attaquer par les invités. On dira pourquoi après. Mais Let's go. Sylvain, si tu veux attaquer. Yes, carrément. Ensuite, Du coup, moi c'est Sylvain. J'ai confondé Lead Panda avec Anas ici présent. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On aide nos clients à avoir plus de clients. On a deux expertises, la création de bases de données. Donc vraiment avoir une base de données quali, ça c'est vraiment le terreau de la prospection. Et ensuite, nous on s'est niché sur le call call. Anas a une grosse expertise dans le call call. Et c'est sur ce canal d'ailleurs qu'on a observé les meilleurs résultats. Donc voilà, moi chez Lead Panda, je gère toute la partie technique et Anas toute la partie commerciale, sales et call call. Trop cool, ouais, vous vous êtes bien trouvés en plus. Ouais, mais c'est incroyable, hein. Une vraie synergie, donc ouais, stylé. Anas, à toi. Ouais, bah, je me suis déjà présenté la dernière fois, mais Ouais. voilà, je suis cofondateur du coup de Lead Panda, moi sur la partie sales. Gros background business développeur, business manager, bourrin, comme j'avais dit la dernière fois. Prospection, donc voilà, c'était mon dada, mais la partie base de données, bah, c'est ce qui me manquait en fait dans ma boîte, donc enfin quand j'étais chez Altea. Donc j'ai vraiment vu une grosse opportunité là-dedans, et à partir de ce moment-là, bah, on s'est lancé en fait, ça a été vraiment, on a brûlé le bateau quoi. Trop cool. Donc ouais, aujourd'hui cofondateur de Lead Panda sur la partie sales, et on se complète. avec qui on a fait un épisode qui sortira quand on publiera ce podcast. Je pense que nous, On pourra se présenter aussi pour ceux qui rapide. connaissent pas. Ouais. Swill, donc qui aide les business de service également à trouver plus de clients via différents process d'acquisition, principalement en prospection. Prospection par email, prospection sur LinkedIn, stratégie de contenu également sur LinkedIn. Et voilà pour résumer un petit peu. Donc moi c'est Lucas pour ceux qui me connaissent pas, associé d'Antoine. Je te laisse te présenter. Bah exactement. Hein. Antoine, on a un peu la même organisation en fait, les gars, c'est trop cool parce que un profil un peu tech, et ça on pourra y revenir un peu sur le fait de s'associer ou non et comment le faire au mieux. Et c'est un peu ça, toi Lucas, tu as plus la partie un peu tech, product. Moi j'ai un peu ta partie Anas, ouais, sales et gros bourrin. Et ouais, non, mais c'est trop cool et ça marche bien comme ça. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des boîtes de 20 personnes où tout le monde où la plupart font semblant de bosser finalement, voire plus. Je pense que rien qu'à petite échelle, une petite boîte de 2 personnes après avec des freelances, ça fait le taf en vrai. Et il y a moyen de faire un truc intéressant après de passer des caps, hein, mais trop cool. Ok les gars, bah, on va pouvoir attaquer tranquillement. Est-ce que en ce moment là vous avez des challenges sur Lead Panda? C'est quoi un petit peu vos actus? Ouais, on a un gros challenge, c'est le passer à l'échelle. C'est-à-dire que là, ça fait 1 an que on est tous les deux, où ça se passe hyper bien, mais on commence à atteindre un plafond en termes de délivrabilité et de gestion du flux entrant en termes de prospects. Et du coup, là, on avait plusieurs axes. Continuer sur l'agence, mais du coup, scaler sur l'agence. Ou alors, depuis qu'on s'est lancé, on a développé plein de process. Et l'idée, c'était d'enseigner ça par le biais d'une formation, que ce soit digitale, présentielle ou autre format. Donc du coup, en fait, on a ces deux axes de développement. On est en plein processus de réflexion. Du coup, on pourra en reparler d'ailleurs par la suite. Mais ouais, ça c'est vraiment le gros challenge. Ouais, parce que ouais, s'occuper en même temps du scaling et de la délivrabilité, c'est compliqué ouais, quand tu vends du Ouais, service.
C'est ça le plus compliqué, ouais. L'idée, c'est de réussir à décorréler votre temps de, Mm. de toute la pratique, quoi. En fait, d'un côté, tu as une agence qui fonctionne plutôt bien avec des offres qu'on déroule. Et d'un autre côté, donc il faut qu'on scale dessus et qu'on mette en place, donc on a des challenges, comment mettre en place de la récurrence sur nos offres actuellement, comment augmenter la LTV également. Ça, tu vois, ça fait partie des challenges qu'on a. Comment vendre plus cher aussi. Et donc avoir des clients qui, comment dire, qui sont, voilà, vendre du high ticket. Mais après, tu as aussi le truc de se diversifier sur de la formation parce que, alors après, ça va parler à certains comme pas forcément à d'autres. On part du principe que c'est notre raison d'être, tu vois. Le fait d'aller former des gens sur ce qu'on fait au quotidien, bah en fait, on se rend compte que ça nous anime en fait de faire ça, tu vois. Après, est-ce qu'il y a un réel marché? Parce que c'est là, c'est ça qui se joue. C'est, ok, ça a beau être ta raison d'être. Et on a fait un call avec Oussama, il nous a détruit, mec. Mais vraiment. Et moi, je l'ai pris personnellement. Enfin, sur le moment. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah ouais, non, enfin, il avait peut-être raison. Ou le mec, tu vois, je lui parle de raison d'être, il me dit, mais qu'est-ce que tu me parles de raison d'être, quoi? Ok. C'est Pour, le marché qui a Par toujours rapport raison, au tu fait vois. de former les gens. Ouais, déjà, il me dit, en gros, ça va pas marcher. Donc, va te prendre ça dans la gueule, toi. T'as une idée que t'aimerais mettre en place, etc., depuis des mois, et t'as un mec qui te dit non, ça va pas marcher. Pour ceux qui n'ont pas la ref, là on parle d'Oussama Hamar avec des Better Call Ous, c'est ça, hein? Ok, c'est intéressant. Et comment toi, quand il t'a donné son point de vue sur le fait de sortir une formation en parallèle de l'agence, et comment vous l'avez analysé ou comment vous l'avez interprété cette... Bah, en fait, ce qu'il en ressort, c'est que c'est pas forcément une mauvaise idée en soi, mais c'est surtout une question de timing qui ressort. C'est, en fait, il nous a dit les deux gros points pour créer une formation. Il faut la communauté et l'autorité. Et c'est ces deux ingrédients qu'on commence à avoir, mais qu'on n'a pas suffisamment pour créer la formation. Et ce qu'il nous disait, en fait, lui, quand il a lancé sa formation à Business Pro et Kiyomi, c'est que ça faisait depuis 2 ans et demi que les gens lui demandaient de faire une formation. Il avait sa communauté, son autorité, et on lui réclamait une formation. D'accord. Est-ce que là, on veut sortir une formation où, bah, déjà, on n'a pas forcément d'audience, pas forcément de communauté. L'autorité, on commence à l'avoir, mais on pourrait l'améliorer beaucoup plus. Ok. Et voilà, donc c'est vraiment une question de timing. Peut-être que dans 6 mois, 6 mois, voire 1 an, ça sera plus le moment. Plutôt que là, il nous disait, on risque de se casser les dents. Vaut mieux capitaliser sur ce qu'on sait faire, l'agence, faire grossir, créer des process, déléguer. Et une fois qu'on aura délégué, créé des process, tout ça, on aura plus de temps à investir dans la formation. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a plein de personnes qui veulent lancer des formations, mais en fait, on sous-estime tout le travail qu'il y a. On pense qu'il y a juste à filmer, aller faire une petite pub, en parler rapidement. Mais non, il y a un vrai processus d'acquisition, de prospection, enfin de marketing quoi autour de ça. Bon, en vrai, l'exemple clé, c'est vous, en fait. Ouais, c'est ça. Ça c'est marrant parce qu'on est un peu sur les mêmes enjeux. C'est qu'aujourd'hui on est full time aussi sur la délivrabilité, que ce soit en consulting ou en done for you. Ça prend beaucoup de temps. Donc en parallèle, on a la plateforme en ligne. Et la plateforme en ligne c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas magique non plus. Et c'est vrai que son argument de dire que il faut déjà avoir une audience pour qu'ensuite la plateforme se vende correctement, la formation se vende correctement, c'est réel. C'est pas magique. Et, c'est important d'avoir à côté vraiment des prestations de services qui se vendent plus en étiquette, quoi. Ouais, en plus c'est un jeu totalement différent parce que le marketing que tu mets en place pour vendre une formation n'est pas le même que quand tu développes ton agence. Parce que pour avoir des clients en agence, bah, au pire tu prospectes, tu as du bouche-oreille, comme tu disais Anas avec la LTV, le fait d'upsell ses clients. La formation c'est différent en fait. Tu crées du contenu, tu crées de l'awareness, tu peux faire des ads, tu peux faire des collabs, mais après ouais c'est pas du tout le même jeu en fait. Ouais. Ok. Et du coup, bah, affaire à suivre, c'est ça? Là, vous savez pas trop encore, non?
Ouais, on est en pleine réflexion encore, mais Ouais. l'idée c'est plutôt d'aller scaler sur l'agence Ouais. et développer des process et avoir des gros clients là-dessus. D'accord. Mais ça Ouais. ne veut pas dire qu'on abandonne l'idée de la formation. Comme on a dit, elle va arriver en format à grande échelle, en format digital, plus en accompagnement, dans 6 mois, 1 an. Mais là, ce qu'on commence à faire quand même, parce qu'on a quand même des demandes de formation, ce qu'on commence à faire, c'est quand même travailler dessus, parce qu'une formation, ça s'affine, on ne la fait pas en une semaine. C'est vraiment sortir tout son savoir qu'on a dans son cerveau et le mettre sur papier, enfin sur Notion. Ça marche aussi. Notion a remplacé le papier, Ouais. effectivement. C'est magnifique ça. Ouais. Alors attention, comment dire, une grosse erreur aussi que la plupart des entrepreneurs font, c'est que, enfin, vous allez me dire si vous validez, mais avant de sortir leur formation, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent sur leur formation, donc ils travaillent sur le contenu, et après ils vont la vendre. Lancement inversé, il faut faire l'inverse. Alors que c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que tu pars que d'hypothèses. Tu pars pas d'itération sur ton marché. Et nous, ce qu'on est en train de faire, on n'est pas en train de créer toute la formation, etc. Moi, je suis en train de faire des propals pour aller savoir si ça peut plaire. Et derrière, je ferai le contenu. Identifier les besoins. Tu sondes, ouais. Après, tu vois, tu peux avoir un blocage finalement mental en disant ok, je vais vendre un truc, mais il n'y a rien dedans. Ouais. Moi, j'ai une autre version qu'on a fait quand on faisait notre formation sur le cold email, c'est plutôt avoir un MVP, tu vois, avoir un truc que tu fais en 3 jours ou en 1 semaine, tu staffes ça, tu fais rentrer des gens et après, du coup, tu améliores un peu le produit. Du coup, tu vois, ça fait moins coquille vide. C'est peut-être ça, moi j'ai un peu de mal avec ça, mais après, ouais, c'est vrai que faut pas passer 15 ans. Je pense que ouais, ça c'est une bonne idée de sonder son audience, son marché. Même ses clients, tu vois. Ouais. Si tu as des clients actuels où tu les accompagnes sur d'autres prestats, tu les appelles, ok, est-ce que ça pourrait vous intéresser d'être des bêta-testeurs, on parle souvent de bêta-testeurs, sur un sujet de formation, etc., savoir s'il y a un réel intérêt, tu vois, un réel besoin. Ok, nous on a dit les enjeux, mais c'est à vous maintenant. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. En vrai, ça rejoint un peu aussi vos enjeux, hein. On en discutait tout à l'heure avec les gars du mentorat. Parce que là, pour ceux qui ne savent pas, on a pris des nouveaux bureaux à Lyon. Donc, c'est cool. On a cette magnifique salle de podcast. Et effectivement, ce qu'on expliquait, c'est qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'on développe et on processise toute cette partie de délivrabilité, prestation de service, mais du coup, délégation, recrutement, parce que nous, on est déjà en full time et ça nous prend énormément de temps. Ou est-ce qu'on met le curseur plus sur la partie plateforme en ligne, qui sur le papier est beaucoup plus scalable, puisque le produit, tu peux le vendre à autant de monde que tu veux. Mais comme tu disais, Sylvain, c'est pas magique. Si t'as pas une énorme audience comme les gros acteurs du marché, un Yoni ou un Oussama qui fait du mass market, encore faut-il que l'offre soit aussi adaptée à du mass market. C'est pas magique non plus. Donc aujourd'hui, on a une audience, on a développé une plateforme qui est opérationnelle avec énormément de ressources qui partagent tous nos process d'acquisition. Donc on a des super bons retours par rapport à ça. Mais maintenant, c'est qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qu'on veut vraiment aller pousser pour développer tout ça. Et la réponse, je pense qu'on l'a plus ou moins, hein, mais c'est un peu la même réflexion, c'est de développer, processiser toute cette partie prestation de service. Qui va permettre de pouvoir réinjecter aussi dans l'acquisition de la plateforme, de la publicité et toute la partie strat de contenu. Parce que pareil, pour développer une audience, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a des ads qui sont actives, il y a la partie organique. La partie organique, ça nécessite de partager du contenu tout le temps, tous les jours, à un rythme assez soutenu. Donc c'est un peu ça les réflexions. Ce qui est intéressant, ouais, c'est que là, en fait, on a de bons problèmes parce que je pense que quand on a commencé, c'était pas ça l'idée, comment optimiser, comment scaler ou quoi. C'était comment choper nos premiers clients, closer, bombarder et tester rapidement une offre en fait. Et là, C'est des bons problèmes. je pense qu'on a tous un peu passé un cap et c'est hyper intéressant parce que bon, les vidéos un peu à faire 10K par mois, etc. Ok, c'est cool, mais
En fait, là, c'est pas très compliqué, entre guillemets, choper ses premiers clients, d'avoir son go-to-market en agence. Mais après, le plus compliqué, c'est l'après, en fait. Parce que, tu vois, moi, je le voyais quand j'ai regardé là, dernièrement le CA. Quand on s'est lancé, la courbe, vraiment, elle a été exponentielle au départ, parce que de 0 à 1, du coup, bah, ça grimpe. Et par contre, après, tu vois, c'est avec tes décisions, ça monte, ça redescend. C'est intéressant, en fait. Genre, Il y a des paliers à aller atteindre. c'est infini, en fait, le business, je trouve. Parce que, bah, en plus, dans le service, parce que quand tu sais comment trouver des clients, après, bah, t'es safe, tu vois. C'est pas comme si tu avais un produit avec du stock ou quoi. Ta seule ressource, c'est ton temps et ton énergie, en fait. Et c'est un bon jeu, en fait, parce que du coup, c'est infini. Tu cherches, tu testes des offres, des formats, tu te pètes la gueule, après ça marche, tu réitères. Je réfléchis sur ce que tu disais, sur le fait de dire c'est pas très compliqué de faire ton go-to-market. Euh, Ça nous, dépend. ouais, nous, pour le coup, ça a Ouais, été ouais. compliqué. Ah, ok. Enfin, pas compliqué, mais d'un point de vue charge mentale et d'un point de vue émotion, tu prends cher en fait. Parce que t'es pas sûr de ce que tu fais, parce Ouais. que tu as le syndrome de l'imposteur, parce que tu vends une liste et finalement t'es pas sûr que ta liste elle est bien peaufinée, etc., qu'elle va plaire à ton client. Donc tu as beaucoup de doutes en toi Hmm. et tu essayes d'être confiant et d'avoir comment dire, confiance en soi, mais en même temps tu as quand même des doutes. Pour aller vendre, tu vois, 1000, 2000 balles, 3000 balles, bah, tu te dis, ok, est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que tu as vraiment la valeur d'aller vendre pour 2000, 3000 balles, etc. Au début, nos listes, on les vendait 250 euros. Ok. Quand c'est Tu vois? peut-être aussi sur un premier business. Ouais. Après, je pense que quand, tu vois, demain on veut lancer une offre sur je ne sais quel service, je pense c'est beaucoup plus simple. Enfin, tu sais, t'as les réflexes, tu sais qu'il y a une phase de testing, tu Oui. vois s'il y a de l'attraction, et t'arrives rapidement à savoir. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, au début, quand tu te lances, le go-to-market, il est pas simple. Ce qui est super intéressant avec votre positionnement, c'est que vous n'êtes pas une agence 360. Vous avez une target. Vous avez lancé un peu le service du call calling, mais au départ, vous faisiez que des bases de données, du scrapping, de l'enrichissement de données. C'est un vrai conseil, ça d'ailleurs, pour ceux qui veulent se Ouais. lancer, vraiment se nicher sur une seule expertise ou alors un seul type de client, mais vraiment le faire à fond, quoi. Parce qu'on peut trop vite être tenté de se diversifier, de vouloir tout faire. Au final, on fait rien de spécial. Et l'idée pour nous, c'était vraiment de devenir les experts en création de bases de données. Et bah voilà, c'est ce qu'on a fait depuis un an. On n'a pas trop, enfin, on a eu des périodes où on s'est dit, ok, peut-être qu'on voudrait faire ça. Oh, pourquoi pas tester ça, le shiny object. Mais ouais, vraiment rester focus sur un seul domaine pendant un an. Et après, on peut commencer à s'ouvrir. Typiquement, c'est ce qu'on fait actuellement, quoi. En fait, il faut que la peine, elle soit vraiment ultra dure pour le client et se concentrer vraiment sur une seule peine. Pas forcément se concentrer sur. Tu vois, au début, on se disait, ok, en même temps, il y a des agences de lead gen qui font tout, en fait, qui font du ciblage, qui font de la base de données, qui envoient des campagnes email, etc. On le faisait pour nous. On s'est dit, ok, bon, bah, on pourrait très bien le faire pour nos clients. Mais en fait, on avait envie de se spécialiser sur un seul truc et le faire, mais d'une manière où 99% des gens le font pas, tu vois. Et donc, avec cette expertise-là, tu peux être plus cher. Et ça justifie, en fait, auprès de tes clients parce que tu t'es niché là-dessus, quoi. Donc, ça n'a pas été simple parce que le shiny object, ça venait souvent de moi. Ça vient souvent du sales. Tu vois, le truc de... Le sales, il veut tout vendre. Le sales, il veut faire du cash. T'es en confrontation avec le client et le mec te dit, ouais, mais moi, je t'attends pas là-dessus, j'ai des besoins sur le recrutement. On en a parlé. J'ai des besoins sur avoir des rendez-vous. Et tu dis, mais putain, mais je pourrais te le faire, en fait. Tu vois, j'ai les compétences pour te le faire. Mais l'idée, c'est de dire non et de se concentrer sur ceux à qui t'apportent le plus de valeur, quoi. C'est pas évident parce qu'on dit souvent ouais, de se nicher, mais si tu te niches trop, peut-être qu'en fait tu passes à côté d'un besoin. En fait, peut-être que tu es tellement niché que ça répond pas vraiment à un besoin et que tu n'as pas vraiment d'audience tu peux pas vraiment faire scaler un peu une activité. Donc, il faut que le marché soit assez large, que ça réponde à une vraie pain
et en même temps que tu sois ciblé en fait. Ouais, mais à vouloir tout faire au début, tu fais rien, tu te disperses, t'as pas de process, t'es là, t'es solo, enfin c'est compliqué. Et je pense que la meilleure strat, c'est de partir très niché, et après, à la limite, tu t'élargis. Mais d'abord, tu te niches, et après, tu t'élargis sur d'autres prestats, si, une fois que t'as validé la première prestat. Sinon, je pense que c'est un peu borderline, ça, dans tous les sens, quoi. Mais de toute façon, quand tu te niches, il faut vraiment être prêt à dire non à certains clients. Et c'est ça qui est dur, en fait. T'as envie de dire oui à tout le monde parce que tu te lances et voilà, t'as besoin de faire du business. Mais c'est comme ça que tu te défocuses et que ouais, ça marche pas derrière, quoi. En tout cas, trop cool les gars, que vous ayez déjà réussi votre go-to-market et que là, vous pensez déjà à l'avenir, au next step. Je pense qu'on peut parler maintenant un peu du thème du réseau, parce qu'on s'est un peu rencontrés par hasard, finalement. Ah ouais. On s'est tous rencontrés par hasard, ouais. Tous de milieux différents. Toi, Anas, en plus, t'es assez bon là-dedans pour créer du réseau. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de quelle a été ta strat dès le départ? Tu sais, on en avait parlé une fois, ta strat dès le départ pour te créer un réseau business quand finalement tu connais personne en fait et tu connais pas ce milieu-là, tu veux rapidement te faire tes mains un peu dans ça. Bah, en fait, c'est simple. À partir du moment... Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais je ne savais pas quand me lancer. Et donc, j'étais dans une boîte, tu gagnes 3000, 3500 balles par mois. Ouais. Tu as tout pour rester, en fait. Tu as tout pour te dire, en fait, tu es bien là. Ça sert à rien de partir. Pourquoi tu vas partir? Tu as des primes, tu as tout, en fait. Et donc, moi, je savais que je voulais être entrepreneur. Et j'étais venu à votre... Parce qu'il faut en parler, hein. Les Afterwork Business. C'était vous qui faisiez ces événements-là? C'était chauffé, ouais, avec d'autres gars et ouais, Sylvain, Lucas et d'autres collègues, ouais. Ouais. Et vous étiez genre connu en fait sur Lyon pour comment dire, organiser des événements Afterwork Business. Donc quand moi j'arrivais, tu avais une centaine de personnes qui étaient dans un coworking le soir. Et il y avait même vous animiez des conférences. Donc vous étiez déjà dans le truc de la formation, etc. Et donc c'est comme ça que je vous ai rencontré du coup, pour le coup. Peut-être en parler un peu des Afterwork Business. Ça peut t'intéresser. Ouais, rapidement, ce petit concept qu'on avait lancé, très simple. On est parti du constat que déjà on habite à Lyon, donc ça c'est assez cool, c'est une grande ville. On n'habite pas à Paris, donc du coup on a peut-être moins de chances de rencontrer des top entrepreneurs. Pourtant il y a vraiment du monde sympa ici. On s'est dit ok, l'idée c'est de développer notre réseau. On bossait tous sur nos business. On se lançait à cette époque. Ouais, en freelance un peu tout. Ouais. On était tous dans le même coworking. Et du coup, ouais, l'idée c'était ok, on a des lieux, on connaît le patron du coworking. Comment on peut faire pour rencontrer du monde et en même temps ne pas payer des locaux pour des events? Et du coup, ouais, on a bombardé. Le patron du coworking nous donnait à peu près 100 € par event pour payer l'alcool et tout. Et donc très cool, la bouffe, les gâteaux apéro. C'est lui qui vous donnait 100 balles. Ouais, 100 balles. Tiens, je vous donne 100 balles, organisez un truc. Bah, lui, il était content. On lui ramenait 100 potentiels clients dans le coworking qui pouvaient se profiter. Ouais, Et l'offre, c'était elle était gagnant-gagnant. irrésistible parce qu'en plus, c'était des events gratuits en fait qu'on faisait. Après, on avait fait les bourrins, ils nous avaient même filé du budget en pub sur Facebook. On avait scrappé, on avait chopé des entrepreneurs sur Lyon, sur LinkedIn. On avait scrappé, on avait obtenu leurs coordonnées, envoyé sur l'Emlist avec des séquences de prospection pour inviter du monde à foison et ouais. Et vous aviez fait penser à faire payer l'afterwork ou pas? C'était en réflexion. Hein. C'était quoi l'objectif derrière de faire ça? En fait, l'objectif, c'était de s'entourer de personnes meilleures que nous. Ouais, on était dans une phase de lancement. On s'est dit, ok, on est seul dans notre coin. On a envie d'apprendre, d'avancer, d'évoluer. Donc, rencontrer des gens qui sont dans la même situation que nous, voire meilleurs, potentiellement des partenaires ou des clients. Et ça a été le cas puisque à l'époque, toi, tu étais plus spécialisé en publicité, tu avais trouvé des clients. On t'a rencontré à ce moment-là. Donc depuis quand je vois l'évolution, ouais, c'est incroyable. Et
ouais, en l'espace de 3-4 événements, on a pu réunir un peu plus de 400-500 personnes avec ouais, 0-100 € de budget max via justement les process On a que vous trouvé des pouvez clients retrouver aussi. dans la plateforme. On a trouvé des Petit clients, CTA. ça, on fait de l'accompagnement. Ouais, mais c'est pour ça, donc incroyable. Mais pour revenir à ça, Anas, toi, tu as une stratégie de t'entourer un peu de partenaires, voire même de concurrents. Ouais. Est-ce que ouais, tu peux en d'accord, parler? ok, ouais. Tu sais, quand Ouais, carrément. le go-to-market, au début, vous, Ouais. vous l'avez bien fait à ce niveau-là. Carrément. En fait, quand je travaillais dans un cabinet de conseil, ils avaient une stratégie de mettre en place un réseau de partenaires. Donc ça veut dire le cabinet de conseil intégrait un logiciel et donc ils avaient des points réguliers avec les sales. Moi, j'avais des points réguliers avec les sales d'éditeurs de logiciels. On échangeait sur comment dire, sur des leads en fait. Ah tiens, ce mec-là, cette entreprise-là, elle va changer d'outil. Ok, tiens, je la paie, je t'envoie les infos, etc. Et donc, on échangeait là-dessus et c'était ultra pertinent parce qu'il y avait du lead ultra qualifié, quoi. Donc je me suis dit, ok, comment dans notre business, on peut répliquer le même truc en ayant des partenaires ultra quali, quoi. Et en fait, je me suis dit, ok, quelles sont les entreprises qui s'adressent aux mêmes cibles que moi et qui font potentiellement la même chose, où on pourrait se compléter sur certaines missions, en fait. Donc nous, on fait de la base de données, ok. Il y a des agences qui font de la lead gen. Peut-être qu'ils auraient besoin d'avoir une base de données. Je les appelle. Il y a des gens qui font du call call. J'adore le call call en plus. Tiens, je vais les call call. Je vais les appeler, je vais leur dire s'ils ont besoin de base de données. Et donc, voilà. Là, on est sur une autre stratégie de partenariat où en fait, c'est des intégrateurs de HubSpot ou alors de CRM. Et pour le coup, ils font changement de CRM. Donc, ils ont besoin pour leurs clients de mettre à jour leur base de données et d'avoir d'autres prospects. Donc là, c'est une stratégie assez intéressante. Donc voilà. Donc c'est ça en fait. Le business, c'est pas que client, prospect, c'est également partenaire. Et il faut vraiment se mettre dans la position où tu peux également leur apporter de la valeur. Ça veut dire que ton partenaire, tu peux lui apporter un client également. Et inversement. Et en fait, tu te crées un écosystème où tu as des leads et tu fais rien. Tu vois? C'est hyper intéressant parce que, tu vois, en fait, ouais, comme tu dis, c'est un écosystème. Tu augmentes tes points de contact. En fait, ouais, en fait, c'est intéressant parce que tu te dis qui travaille avec mes potentiels clients. Tu fais un scope de ça. Et après, du coup, ça devient ta target. Ça augmente la durée un peu du cycle de vente, des discussions. Mais au final, tu arrives sur tes pattes et tu as une intro avec quelqu'un qui a déjà la confiance du prospect, en fait. C'est ça. Ah, okay. Exactement. Tu as le referral, quoi. C'est une vraie stratégie, ça, d'ailleurs. Au début, nous, on l'a vraiment utilisé au tout début pour se lancer. C'est vrai que pourquoi passer du temps à prospecter des clients où ils vont nous acheter, bon, potentiellement une fois ou 2 fois ou 3 fois. Mais là, on prospecte des partenaires on va les prospecter une fois qu'il y a une relation de confiance établie, vont nous envoyer des leads de manière récurrente. Donc, c'est beaucoup plus rentable. Et surtout, c'est que ouais, les leads, ils sont chauds, quoi. Enfin, ils sont chauds. Ils sont plus chauds que si c'était de la prospection à froid. Et ça, c'est vraiment le vrai avantage. Faut juste mettre sa fierté de côté au début et de se dire qu'en fait, je vais pas te considérer comme un concurrent parce que tu peux potentiellement faire la même chose que moi, mais je vais te considérer comme un partenaire où en fait, je peux t'apporter du business et inversement, tu vois. Tu vends une vision un petit peu au début quand tu n'as pas fait tes marques, quand tu n'as pas fait tes preuves dans le business. Parce que tu as un rapport de force en fait avec un gars qui a un business, qui a de l'acquisition, du réseau. Comment tu arrives à ce qu'il te fasse confiance? En fait, je faisais un truc qui marche à tous les coups, je pense que vous connaissez, c'est l'effet de réciprocité. Ça veut dire que quand tu contactes un partenaire et que tu sais qu'il y a un potentiel de business avec lui, en fait, tu vois ta base client et tu dis, OK, quel est le client que je peux rapidement mettre en relation avec lui pour avoir un quick win? Et le mec, il se dit, OK, en fait, il est sérieux, le gars. Tu vois? Et donc, c'était ça. Là, pour le coup, par exemple, je voulais closer un client, un intégrateur HubSpot. Je l'ai mis en relation avec un client qui veut avoir justement du CRM. Et en fait, là, il est en train de le closer. Donc, tu vois, c'est du business qui se fait.
et tu dois donner en premier pour être crédible, on va dire. Et après, il faut dire que votre service, il se prête quand même super bien au partenariat parce que c'est une brique juste avant des agences de lead gen, ceux qui font du call call, ils ont besoin de leads en fait. Et donc, je trouve que c'est un service qui se passe bien aussi. C'est que tout le monde a besoin de leads. Donc en soi, développer les partenariats, c'est... Après, les partenariats, je pense comment dire, ça marche pour tout type de business, quoi. Même vous, par exemple, hein, d'ailleurs, comment vous faites, vous, pour la partie réseau, partenaire là, vous avez annoncé le partenariat avec... Alors, je vais pas spoiler. Nous, ça a été différent, un petit peu, la réflexion. Et je pense que tu pourras parler un peu du process que tu avais... Parce que tu as quand même envoyé pas mal de balles sur ça. Ouais. Mais en gros, on aurait pu se dire, OK, on va du coup faire des collabs avec d'autres agences et du coup faire un peu votre écosystème. Nous, à l'inverse, on s'est dit, OK, on sait faire de l'accompagnement pour des boîtes, générer des rendez-vous qualifiés pour elles, OK. Mais pourquoi on ne pourrait pas contacter des SaaS? Parce que finalement, aujourd'hui, on utilise Lemlist, on utilise énormément d'outils. Et pourquoi pas collaborer avec eux? Et je pense que là, tu peux parler un peu des process. Ça, collaborer avec eux parce que, pareil, partenariat dans le sens gagnant-gagnant. On met à disposition leurs outils pour nos clients. Eux, ils ont une certaine notoriété sur le marché. Nous, ça affine notre expertise sur les outils qu'on met à disposition de nos clients. Donc, il y a tout un intérêt aussi dans ce sens au niveau des partenariats. Et très simple hein, pour créer des partenariats, de la visibilité. Campagne de prospection pour contacter des SaaS. Donc par email. Donc on a contacté c'est comme ça qu'on a pu faire les interviews avec Denis Cohen, CEO de Drop Contact. Là, demain on a un webinaire du coup avec le CEO de Evabot, JB. La semaine prochaine, Lemlist et simplement mettre en avant, les contacter, leur dire que nous on a des clients qui sont intéressés à utiliser leurs outils et que c'est gagnant-gagnant quoi. Donc tout l'intérêt de développer les partenariats et pour les avoir parce que forcément ils se font ultra sollicités. Si vous souhaitez en tout cas développer des partenariats, essayez de vous différencier et de contacter ces gens-là avec des approches peu conventionnelles qu'ils n'ont pas l'habitude de voir pour justement vous différencier et attirer l'attention. C'est ce qu'on a fait justement et c'est ce qui a fonctionné. C'est-à-dire peu conventionnel. On veut des datas là. Non, mais... En fait, tu vois, au lieu de faire un email plus un email de relance, du texte, pavé, etc. comme tout le monde. Le mail classique, ça va être dans l'objet collab, ton nom de boîte, X, la boîte que tu contactes, ou ça va être partenariat, tu vois, un truc classique. Non, dans l'idée, c'est d'avoir déjà un objet qui attire la curiosité. Je sais plus ce que j'avais mis, mais un truc qui change. Et dans le corps du mail, le mec, je le contacte à froid, il te connaît pas, il sait pas qui t'es. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on recommande à tous nos clients. C'est que dès qu'on contacte un prospect à froid, on lui apporte quelque chose. On a quelque chose à lui donner, on a quelque chose à lui apporter. Et ça, on le transmet sous format soit d'une ressource qu'on met en pièce jointe, dans le mail, soit sous format vidéo, parce que du coup, ça apporte un aspect plus humain. Il y a plus de proximité, et forcément, ça fit mieux en fait la personne quand elle regarde la petite vidéo de 5 minutes, on lui présente qui on est, ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, et à la fin, on lui fait un appel à l'action pour prendre un rendez-vous et échanger pour en savoir plus. Forcément, ça passe mieux qu'un mail classique qu'on va recevoir. Et qu'on a l'habitude de recevoir quoi. Ouais, donc ça fait partie des collabs, collab / live, mais du coup ça nous ouvre aussi d'autres portes et en parallèle essayer de créer du lien avec les SaaS, ça a été l'idée aussi d'essayer de pousser un maximum les collabs. Typiquement là on est Lemlist partner. Donc ça, félicitations. C'est cool. Mais super outil en tout cas Lemlist pour tous ceux qui veulent créer des scénarios de prospection multicanaux. C'est pas mal.
faut pas bourriner, mais c'est hyper intéressant. Et là, c'est cool. Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre outil? Parce que c'est vrai Rien. qu'il y en a plein. Il a rien de plus en fait, parce que en fait, il a rien de plus parce que dans 3 ans, il y aura d'autres outils. C'est juste qu'en fait, il te permet. En fait, tu pourrais utiliser un. Je ne vais pas citer de nom pour pas créer de la concurrence, mais tu pourrais utiliser d'autres outils de mailing, connectés à Zapier ou Make, et renvoyer d'autres séquences, d'autres trucs plus complexes. C'est galère. C'est galère. Ils l'ont quand même bien amélioré, il a bien évolué, l'Emlist. Hein. Ouais. C'est un bel outil. Ouais. Ouais, après, c'est pas l'outil qui fait le vendeur, enfin, le prospecteur. Ouais. C'est, derrière, c'est toute la méthode, la méthodologie. Mais après, l'Emlist, honnêtement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on recommande parce que très simple, scénario multicanaux. Tu peux contacter ton prospect, avoir plusieurs points de contact par email sur LinkedIn. Donc, plus t'as de points de contact avec ton prospect, plus t'as de chances de booker des rendez-vous. L'ultra personnalisation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est envoyer des messages peu conventionnels qui vous permettent de vous différencier pour justement augmenter vos chances de rendez-vous. Donc ça, l'Emlist, il propose des features incroyables pour personnaliser vos mails. C'est semi-automatique, donc vos mails ils sont envoyés automatiquement, pas la peine de faire vos relances manuellement. Il y a pas mal d'automatisations qui ont été intégrées dernièrement. Également les bases de données qui peuvent être enrichies directement depuis l'Emlist, donc plus la peine de envoyer des fichiers CSV à droite à gauche et perdre du temps. Tout est intégré, donc en fait ça simplifie la tâche d'un sales, d'un SDR, d'un business développeur, gros hacker, tout ce que vous voulez. Ça simplifie le truc, quoi. En plus, on utilise l'Emlist parce que moi, en freelance, j'ai trouvé mes premiers clients comme ça, en fait, en 2021. Et en fait, on a continué parce qu'ils ont rajouté des features hyper intéressantes. On a continué à utiliser. Après, pour pas se disperser, on est toujours en veille en fait d'outils ou quoi, mais en fait, c'est l'outil qui nous a plutôt séduit. Même la vision, elle est intéressante. Un vrai mood à l'américaine, mais français finalement, parce que c'est un outil français. Donc ça, c'est incroyable. On va bifurquer, les gars. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'association, parce que là, finalement, on est deux binômes. Sylvain, qu'est-ce que tu penses Est-ce que déjà, pour lancer une agence ou une boîte, un business ou quoi, faut-il s'associer Sinon, pourquoi? Si oui, quelles sont les conditions? Ça tombe bien que tu poses cette question parce que j'ai fait les deux. Donc j'ai commencé tout seul en freelance quand on s'était connus. Oui. Et c'est vrai que quand on se lance tout seul, il y a le syndrome de l'imposteur, le manque de compétences. Et souvent, on le voit là avec Anas, moi j'ai une expertise, enfin je suis meilleur techniquement, mais commercialement parlant, je suis moins bon. Et du coup, il me manquait cette brique à l'époque. Alors ça n'empêche pas de monter une boîte et de se lancer en solo. Mais effectivement, je pense que c'est un vrai sujet. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Faut tester, faut voir enfin, quel format on se sent plus à l'aise. Et en tout cas pour moi, ayant testé les deux, j'ai quand même préféré l'association parce que du coup on peut célébrer les victoires ensemble. On peut, quand il y a des problèmes, des challenges, des défaites, on est là, on est tous les deux. Et c'est vrai que c'est un chemin incroyable de le partager, ne serait-ce que partager avec une autre personne. Donc ouais, moi je serais plutôt de l'avis de l'association, mais s'associer avec la bonne personne, pas s'associer avec le premier venu ou avec ton pote qui a pas forcément de raison. Il faut vraiment deux associés qui sont complémentaires pour pas se marcher dessus. Et on le voit avec Anas, quand on a des choses à faire, enfin les tâches se répartissent de manière ultra fluide. Il sait ce qu'il a à faire, je sais ce que j'ai à faire. Et ouais, en fait, on est ultra complémentaires et c'est ça qui fait une association bien réussie. Ouais, je te rejoins. Et après, tu vois, tu peux avoir un profil introverti et pourtant, je pense que c'est hyper puissant d'être associé parce que si tu es introverti, tu as peut-être plus de mal à te mettre en avant, mais du coup, faut faire du business et faut vendre. Et à côté, un profil peut-être plus extraverti qui lui va plus se mettre en avant et en fait chacun est dans sa zone de génie. Ouais. C'est hyper intéressant.
C'est vrai que cette question, elle est pas évidente en vrai. Quand tu au début, tu sais pas trop. Moi, je sais que j'étais contre à la base. Je me suis dit, je sais pas, à l'association, je me suis dit, il y a des trucs que je vais pas contrôler. Tu sais, je pense que je voulais déjà faire mes preuves par moi-même, faire un peu mon chemin, et après, pourquoi pas éventuellement. Et c'est vrai que le réseau, encore une fois, c'est intéressant, hein, parce que là, quand on s'est rencontrés, on échangeait sur WhatsApp, on voyait les évolutions un peu de chacun. Et c'est vrai qu'avec Antoine, ça avait bien fité à la rencontre entrepreneur qu'on avait fait là quand on s'était rencontrés. On était restés en contact, et c'est vrai que moi, en tout cas, ce que j'avais apprécié, c'est la vision, le côté sales. Ça passe à l'action massivement, ça va rapidement trouver des clients. Moi, j'étais plus sur la partie technique déjà, plus focus sur plus les process, la technicité un peu derrière pour délivrer. Et finalement, bah, c'est complémentaire. C'est un profil qui va au fond, un autre qui est plus sur la délivrabilité, et ça se complète, et du coup, tu avances plus vite. Donc en fait, ça se fait je pense que ça se fait dans la suite logique des choses. Quand effectivement, comme tu l'as dit, tu rencontres la bonne personne au bon moment. Mais après, ouais, ne pas s'associer avec le premier venu. Et quand tu t'associes, je pense que c'est important de cadrer le truc et pas dire ok, ouais, on s'associe, c'est la fête. Mais genre se dire ok, on se laisse 3 mois, on teste le projet, on voit ce que ça donne, et après on fait le bilan. Ok, on continue ensemble ou pas. Et c'est un peu ce qu'on a fait. On s'est associés, on se connaissait depuis déjà 3 mois. Phase de test. 3-4 mois, après, au bout de 3-4 mois, on s'est dit, bon, on va essayer de s'associer. On a fait 3 mois de test. Et au bout de 6 mois, on s'est dit, ok, bon, bah, let's go, on part là-dessus. Mais il y a eu cette phase, en fait, en amont, quoi. Vous étiez potes avant ou quoi? On se connaissait pas du tout, non. Clairement, avec Sylvain et Lucas, on s'est rencontrés. Mais attends, mais mec, ça c'est incroyable. Hein. À l'époque, j'avais une copine. Et du coup, on était sortis la veille, le vendredi soir, resto, je sais plus quoi, apéro et tout. Et compliqué le réveil. Et en fait, le lendemain, je sais plus comment, avec pareil le réseau et tout, moi j'entends parler d'une petite conférence sur Lyon, un samedi matin, tu vois. Okay. Mais un truc dans une salle un peu de réu avec une vingtaine de personnes et tout. Je dis ok, j'avais un peu la flemme, tu vois. Et j'y vais, et là je rencontre d'autres gars, dont ces deux zouaves. et ouais, en fait, le fit est passé comme ça. Et ouais, en fait, il faut vraiment sortir un peu de sa zone de confort, sortir de chez soi et bosser dans des coworking, vraiment aller à des events, des trucs. Mais c'est intéressant parce qu'on était chacun dans notre coin, on était dans le même programme de formation. Et en fait, il n'y a rien qui nous poussait à nous lever un samedi matin pour rencontrer des inconnus et pitcher devant des inconnus pendant 20 minutes. Tu vois, il y a rien qui te pousse à faire ça, à part si tu as la dalle et que tu as envie de vraiment changer les choses pour développer ton biz. Et bah là, tu mets des choses que tu n'as pas l'habitude de mettre en place pour avoir des résultats différents, tout simplement. Et c'est ça qui a fait la diff. Hein, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là aussi. C'est parce qu'on est sorti de notre zone de confort et on est allé de l'avant, quoi. D'ailleurs, on nous a posé la question récemment avec Anas, comment trouver un associé? Comment vous êtes, Comment trouver un associé? Et justement, ce qu'on a répondu, déjà, ça sert à rien de vraiment le chercher. Je pense qu'il vient au bon moment et tu le sens. Mais aussi, on a listé plusieurs manières de rencontrer des associés, notamment, aller dans des events comme on l'a fait, comme on se rencontre. Mais aussi, ne pas négliger la partie communauté des formations. Et justement, comme tu dis, des gens qui investissent dans des formations en ligne ou qui vont à des events, c'est des gens qui ont les crocs, qui ont faim, et potentiellement, c'est des bons futurs associés qui seront motivés. Il y a des patterns qui reviennent, en fait. Ouais. C'est ça, ouais. Et vous, comment vous êtes rencontrés finalement, les gars? Alors nous, on était potes avant de s'associer, du coup. Okay. Comment on s'est rencontrés? Ouais. Mais important de dire. Censurée, hein, important de dire qu'on était potes avant, et ça a en aucun cas niqué notre amitié ou quoi. Encore plus, ça va peut-être renforcer encore plus. Mais en fait, on a des passions communes. C'est pour ça qu'on s'entend ultra bien. C'est que tu vois, le dev perso, la séduction, plein d'autres trucs où on s'entend
vraiment bien et on parle pas que de business en tout cas. Ça, c'est important hein, quand tu es avec ton associé, c'est qu'à un moment, tu vas être dans une routine et tu vas parler que de business et à un moment, tu vas péter un câble. Nous, on fait la différence et voilà. Bon, après, ça nous arrive de parler propal à minuit, hein, mais voilà. Comment on s'est rencontrés? Et ben justement, là c'est intéressant parce que on va parler en fait de l'importance d'aller rencontrer des personnes. Et c'est vrai qu'on aurait pu ne pas se rencontrer. Et en fait, comment on s'est rencontrés? C'était sur les berges du Rhône, donc à Lyon. Anas, il était en train d'enregistrer une vidéo, mais on se connaissait pas, hein. Et moi, j'allais à la boxe avec un pote. Du coup, on roulait en vélo à côté d'Anas. On s'est dit, oh tiens, il y a un mec qui enregistre une vidéo. Intéressant, on est dans le délire, bon, une chaîne YouTube. Mon pote, il avait une chaîne YouTube. Du coup, on s'est dit, bah, viens, on va le voir. Et du coup, on va voir Anas. On discute, il était en train d'enregistrer une vidéo YouTube pour sa chaîne de développement personnel qui parlait de finance à l'époque. Et du coup, bah, forcément, sujet en commun, point commun, ça fit direct. Et du coup, on devient pote et 4 ans après, on lance une boîte ensemble. Mais voilà, tout ça pour dire que on aurait pu ne pas se rencontrer et d'être ouvert aux gens, aux nouvelles rencontres et vraiment aller discuter avec tout le monde. Et des fois, on a des belles surprises. T'aurais pu ne pas aborder Anas et Anas aurait pu ne pas faire cette vidéo comme ça spontanée sur les quais, qui est trop bien. En fait, c'est vraiment en lien avec ce que tu vibres et la personne que tu es. Sur le moment, tu vois, je faisais une vidéo, j'étais bien habillé, je parlais de dev perso, etc. Et en fait, j'ai attiré une personne qui est dans le même état d'esprit que moi et finalement, on a construit un truc. Donc ouais, si tu vibres le fait de vouloir entreprendre et de vouloir créer ta boîte, en fait, c'est naturel que tu auras la bonne personne qui va arriver dans ta vie, quoi. Tu vois? Putain, c'est comme si je parlais de ma meuf. Eh ben, c'est une bonne transition, les gars. Un vrai sujet qui peut être finalement controversé. Et tu en as parlé un petit peu, Anas, tout à l'heure, la séduction. Je pense que c'est un vrai sujet, la séduction, parce que y a plein de choses intéressantes à prendre. Et on pourra comparer ça un petit peu à la vente. C'est quoi un petit peu, vous, votre retour un petit peu de la séduction et des codes finalement qui peuvent être mal compris ou en tout cas les codes qui doivent être maîtrisés un petit peu pour finalement créer un échange win-win un petit peu et ça en fait. En fait, la séduction, c'est de la psychologie, c'est comprendre la psychologie, comment l'autre personne en face de toi fonctionne. Et clairement, c'est la même chose que la vente et le marketing. Et c'est deux sujets. En fait, si tu es bon en séduction, tu vas être bon en vente et marketing. Et si tu es bon en vente et marketing, tu vas être bon en séduction. C'est souvent, tu vois, les commerciaux qui ont la tchatch, tout ça, ils sont souvent bons en séduction. Et ça, ouais, vraiment comprendre la psychologie humaine, les dynamiques hommes-femmes. Il y a des très bons bouquins à ce sujet. Ça vous a appris quoi finalement la séduction, ça vous a appris quoi un petit peu sur vous-même ou sur les autres? Alors, c'est vrai que c'est un sujet touchy, donc ouais, mais il y a beaucoup de liens entre la séduction, donc aller séduire une fille pour le coup, ou un homme, et la vente, entre guillemets. Ouais. Et donc, tu vois, quand tu vas séduire une fille, il faut pas être trop en demande. Et quand tu es trop en demande, autant dans la séduction que dans la vente, tu vas capoter ton truc. C'est mort. Et donc, tu vois, le fait d'apporter de la valeur, le fait d'être dans l'écoute également, dans l'écoute active, ok, peut-être qu'à un moment donné, on est tous des humains, donc on a tous des émotions. Et donc, aller capter l'émotion de la personne, ça peut être la fille que tu es en train de séduire, ou ça peut être ton prospect que tu es en train de faire ton call, de savoir dans quelle situation il est, etc. Donc, d'aller comprendre. Tout ça, en fait, ça a un lien, en fait, entre la séduction et la vente.
Ouais, voilà, je dirais ça. Et puis aussi le fait de... Donc c'est un peu pareil que d'être en demande, ne pas s'attacher aux résultats. Euh, En prospection, souvent quand j'appelle, mon but c'est pas de prendre un rendez-vous. La plupart des commerciaux, en fait, quand ils appellent, c'est putain, je vais vous proposer un rendez-vous. Ouais, mais si c'est pas pertinent, je te propose pas de rendez-vous en fait. Tu vois? Et c'est pareil avec la séduction, c'est mon but c'est pas de te donner mon numéro ou que je te prenne ton numéro, c'est juste de savoir si t'es cool, si tu me plais. Donc d'être sélectif envers elle, mais également envers ton prospect, et de voir s'il y a un fit. S'il n'y a pas de fit, bah en fait, je suis pas en demande. Je m'attache pas au résultat. C'est intéressant parce que, Il y a beaucoup de parallèles avec la vente. Hein. bah ouais, parce que tu vois, quand tu es détaché de l'argent, bizarrement, tu fais plus de ventes en fait parce que t'as une bonne vibes, tu mets moins la pression au prospect. Ça se ressent, ouais. Et c'est intéressant ouais, ce que tu dis sur la préqualification un peu. Ouais. Et c'est un peu comme un appel de découverte aussi, tu vois, parce que bon là, t'es déjà un peu rentré dans le process de vente, mais appel de découverte, tu poses un maximum de questions pour voir si tu peux aider ou pas ton prospect. Exactement. Et, ok, trop cool. Et toi, Lucas, Et qu'est-ce ou que alors, tu penses? la séduction et la vente. Nous, ouais, non, mais ouais, c'est hyper intéressant, ouais. En fait, je pense que c'est même, ça va plus loin que ça. C'est les relations humaines, en fait. Je trouve que c'est comme la vente. Et si tu as compris, en fait, euh, comment se passe une relation humaine saine, comment, ouais, tout ce qui est réciprocité, euh, détaché, etc. Ouais, non, c'est. On peut recommander d'ailleurs deux, trois bouquins par rapport à ces sujets. Moi, je pensais à Comment se faire des amis d'Al Carnegie. Ça, c'est un basique. C'est vrai que le titre peut sembler bizarre au premier abord, mais en fait, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre la psychologie humaine, comment l'autre fonctionne et comment se comporter avec l'autre. Hyper important. En plus, il est bien écrit. Il y a beaucoup de storytelling qui permettent de bien comprendre les, les histoires et les concepts. Il y a des principes clés, ouais, 7-8 principes. Ouais, même 50. Ah Il y en ouais? a 50. C'était les principes de Cialdini, je sais pas quoi. Ouais, c'est Ouais. influence et manipulation. Là, pour le coup. Ouais. Ça rejoint un peu ça, non? C'est... Pas tout à fait pareil. Non, c'est pas... Les deux livres sont complémentaires, hein, Ok. mais c'est pas exactement pareil. Ok. Ouais, en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant ce genre de. On peut rentrer. En fait, t'en apprends tous les jours sur l'être humain, en fait. Ouais. Ok, trop intéressant, les gars. J'aimerais maintenant qu'on bifurque sur la partie. Comment vous vous organisez tous les trois au quotidien, dans votre vie, dans votre business, un petit peu tout ce qui est routine. Est-ce que vous avez des disciplines en place? Euh, Vos routines de travail ou en tout cas personnelles. Lucas, si tu veux commencer un peu. Ouais, donc oui, il y a une routine parce que on dépend que de nous-mêmes. Donc enfin, on n'a personne derrière nous pour nous dire ce qu'on a à faire. Donc on peut vite se disperser et se perdre. Donc c'est important. Ça peut paraître bullshit, hein, les routines, entrepreneurs, les trucs, les machins. Mais en fait, sur le long terme, avec ça, t'es gagnant. Et ça te permet d'avoir vraiment un cadre en fait dans ton évolution et d'être régulier tous les jours. Donc moi mes routines, déjà la semaine focus, donc pas de sortie, pas de distraction. Donc réveil le matin, ensuite petit réveil musculaire, transport, j'attaque à 8h, midi 13h je mange, 13h 18h30, 18h30 je termine ma journée. Pareil dans mes journées c'est structuré de façon à ce que je maximise mon temps, mon énergie. Donc le matin, ça va plus être des tâches deep work, donc focus sur des tâches qui vont nécessiter de l'énergie intellectuellement, donc réfléchir à des stratégies, plus la partie marketing, le funnel ou la partie produit, amélioration produit, des choses très précises. Et l'après-midi, ça va plus être ce qu'on appelle des light work. Donc l'idée, c'est de travailler sur des tâches qui vont être moins énergivores. Donc des calls clients, ça nécessite d'être moins concentré sur une tâche, c'est plus du relationnel. Donc dans la structuration des journées, du coup, et puis, pour terminer la journée, check mail,
check message client, communauté, pour être à jour sur toutes les demandes, etc. Parce que pareil, ça, si tu le fais le matin, ça peut te détruire ta journée en fait, parce que t'as pas anticipé un problème, un truc de SAV ou j'en sais rien. Donc je termine par ça, et comme ça, en fonction de ce qu'il y a et de ce qui se passe, je peux le planifier pour le lendemain ou la semaine. Donc voilà. Et puis sinon, après je rentre, donc c'est soit temps libre, soit 3 fois par semaine, donc sport. Donc je vais courir principalement. Ça permet aussi de relâcher la pression. Et puis coucher assez tôt, 22h30. J'essaie d'être au lit, donc j'y arrive pas tout le temps, mais j'essaye. Et c'est ça le plus important, je pense, c'est réussir à se coucher tôt. C'est pas se lever qui est difficile, c'est réussir à se coucher tôt. Ouais, ta journée, elle commence à l'heure où tu te couches, ouais. Ouais, c'est ça. Aligné. T'arrives, toi, avec cette routine à durer sur le long terme? Franchement, cette routine, ça fait longtemps que je l'ai là, et j'ai fait pas mal de tests, et ouais, j'arrive bien à la tenir. Là, je viens de revenir sur Lyon, parce que du coup, j'étais à Paris, enfin, j'étais à Mayotte avant pour aller voir mon frère. Il me faut une semaine de temps de réadaptation. Mais après, au bout d'une semaine, tac, je reprends toutes mes habitudes. Et c'est carré dans l'axe. Et vous, les gars, comment... Toi, alors ma routine. Tu dois en avoir pas mal. L'ancien de l'armée. Ouais, grave. C'est pas... Ouais. Je me lève 500 pompes. Pour la petite histoire, ouais, PH. j'étais à l'armée avant. Mais non, les routines sont pas pareilles. Mais non, en fait, ça dépend déjà. J'aime bien bosser par sprint. Tu vois, où des fois, je vais faire le bourrin pendant 2 mois, 3 mois. Après, je vais être à 2 doigts du burn-out. Non, mais en gros sprint, mais tout en gardant, en fait, et ça, j'en ai fait un post LinkedIn. J'avais mis, en fait, moi, je pensais que pour avoir du succès dans le business, il fallait bosser comme un bourrin pendant 10 heures par jour. Et en fait, j'ai compris que pour être productif, je devais mettre en place pas mal de choses, donc, du sport, bosser sur mon business, des sessions de deep work dans ma journée, manger sainement. Typiquement, si tu manges trop gras le midi, ton indice glycémique va être haut et tu vas être KO toute la journée. Et tu vois, des petits trucs comme ça. Après, le sommeil et les temps off, en fait. Et c'est un petit peu ça. Et des fois, je délaisse un peu la partie temps off où je vais un peu bourriner. Mais c'est un peu ça, c'est réveil quasi tout le temps à la même heure, coucher à la même heure. Minimum, minimum 3 séances de sport dans la semaine. Genre, ça, c'est hyper important, je pense, le sport. Et maintenant, tu vois, c'est intéressant. Je pense, Sylvain, on avait la discussion l'autre fois. Là, j'intègre le sport le matin, en fait, en début de journée. Et autant avant, j'avais cette croyance comme quoi le sport en début de journée, ça allait me mettre un coup de barre et du coup, j'allais pas pouvoir enchaîner la journée. En fait, pas du tout. Je trouve que au contraire, tu vois, après c'est mon feedback. Mais voilà, hein, c'est un peu. Et je pense que le temps off, en fait, c'est hyper intéressant. Moi, ça me permet d'être plus créatif. Tu vois, quand je vais marcher, par exemple, j'ai plus d'idées. C'est sous-côté le temps off. Ah ouais, franchement. En vrai, pour être honnête, quand tu es dans ton business et tout, ta priorité c'est biz, enfin, c'est hyper important, et tu peux vite déraper et te laisser emporter, et finir plus tard que prévu, et t'entraîner un peu dans une boucle infernale. Et en fait, c'est hyper important de cadrer le truc, parce que dans les temps off, ça va te permettre de prendre de la hauteur, prendre du recul, réfléchir à des choses auxquelles tu n'aurais pas pu penser si tu avais la tête dans le guidon. Et ouais, enfin, c'est pour ça que moi, par exemple, le week-end, c'est mort. Enfin, il n'y a pas de taf. Ça peut arriver exceptionnellement, mais hyper important d'avoir du temps off. Et c'est intéressant d'ailleurs, je viens de découvrir que j'aimais pas les vacances. C'est réel. Parce que les vacances, c'est trop long. Moi, je préfère prendre des temps off courts mais intenses. Genre, me faire des week-ends, partir. Ce qu'on faisait quand on était en Thaïlande l'année dernière, parce qu'on a été, pour ceux qui ne savent pas, presque 1 an en Thaïlande. Et du coup, on partait le week-end sur les îles. Pas d'ordi, rien. Donc,
3 jours, vendredi, samedi, dimanche. 3 jours où tu déconnectes complètement, tu es dans des nouveaux endroits, nouveaux environnements. Très intense que c'est nouveau. Et après, tu as eu ta dose et let's go, tu peux repartir et tu es plein d'énergie. Alors que là, j'ai fait récemment 2 semaines de vacances. Donc j'ai vu ma famille et tout, donc super cool. Mais au bout de plusieurs jours, après, je m'ennuie assez vite, tu vois. Je sens que j'ai envie T'as besoin de stimulation. bosser le business. De bosser, parce que c'est ce que je kiffe faire. Et en soi, bosser, c'est pas bosser. Enfin, tu vois, on kiffe ce qu'on fait, on veut changer les choses, on a une vision. Donc forcément, ça te drive. Mais ouais, plus les week-ends intenses. C'est incroyable l'entrepreneuriat pour ça parce que tu vois, t'es content d'être le lundi presque, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. C'est ouf. C'est une chance. Ah, nous, on a du mal à s'arrêter, Canas. Les week-ends, ça charbonne. Ouais. Mais c'est pour ça, en fait, le challenge aussi, c'est de s'arrêter, prendre au moins un jour. Ok, ouais. Et ouais, c'est important. Et je voulais rebondir aussi sur le sport. Donc moi, je faisais comme toi le matin, le sport. Mais maintenant, j'ai plus mis à 11h ou en fin de journée. Parce que du coup, je me suis rendu compte que le matin, ça me défocus avant mon deep work. Du coup, je préfère commencer directement par mon deep work. Ok. Ensuite, sport à midi ou à 16h. Mhm. Et plutôt que de défocus dès le matin. Ah, ouais. Comme ça, je commence à bosser direct, Mhm. pas en sortant du lit, mais presque. Et je suis plus focus. Et je voulais aussi rajouter un truc sur les routines. Moi, je vais pas faire toute ma routine, mais par rapport au téléphone. Ouais, le téléphone, ça c'est un vrai sujet. Le Ouais. mode hors ligne, il faut le mettre le maximum dans la mesure du possible, parce que bon, quand t'es sales, tu peux pas trop. Mais effectivement, au moins le matin, en deep work, enfin, c'est game changer. Une Ouais. matinée où t'es tout le temps dérangé par des notifs, tout ça, t'es pas aussi productif, clairement. Ouais. Moi, j'ai zéro notif. Ouais, Ça, sur j'avoue. les- Mais tu vois, Ouais. moi, avant que je parte à Mayotte, là, j'avais quand même mes notifs activés. Juste quand je taffais, je mettais en mode ne pas déranger. Donc, tu vois, ça m'allait très bien. Mais après, une fois que j'ai fini mon deep work, tac, je enlève ne pas déranger. Et t'as toutes les notifs qui arrivent, WhatsApp et tout, machin truc, sur l'écran d'accueil. Tu viens de finir ton deep work, bam, tu reçois une masse d'infos, tu vois. Ouais. Ton cerveau, il a du mal, tu vois. Et quand je suis parti à Mayotte, là, j'ai enlevé vraiment les notifications des applications. Donc, j'autorise pas les applications à m'envoyer des notifications. Et avant, je voulais pas le faire parce que je me dis, putain, merde, je vais louper des infos sur WhatsApp, des messages, des trucs, des machins. Et au final, je les ai pas réactivés parce que tu te rends compte qu'en fait, naturellement, tu vas les checker de temps en temps, mais en fait, tu vas rien louper, il va rien se passer, il y a personne qui va mourir et c'est ok, tu vois. Mais c'est vrai que dopamine, c'est ta stimulation, tu peux être tenté de toujours avoir des notifs. Mais... Et ouais, et en plus, quand tu bosses, t'es dans ton état de flow, t'es à fond, t'avances sur ta journée, et que là, en fait, t'as des micro-notifs à la con pour te donner le score du match de la veille, tu sais. Non, non, non. Ah, ça m'énerve, franchement, les gens qui sont hyper distraits et qui se plaignent, tu vois, et qu'ils avancent pas, tu vois. Non, bah non, mec, tu supprimes tout. Tu vois, mon petit frère, il est à fond notif, lui. Ça bip dans tous les sens. Et ça m'énerve. Ouais. Quand tu as pris l'habitude comme ça à l'inverse, et en fait, après, tu as du contrôle sur ton environnement, sur ta vie, en fait, Bah, en fait, je trouve. c'est simple. À chaque fois que tu as une notif et que tu es en train de travailler, il te faut 15 minutes pour te Ouais. remettre dans un état de flow. Donc en fait, si tu reçois des notifications, on peut faire le calcul, hein, pendant 2 heures, si tu en reçois 2-3, bah, en fait, tu n'es jamais concentré à fond et pleinement dans ce que tu fais, quoi. Donc ouais, et tu le disais, quand tu es sales, c'est compliqué parce que tu reçois des appels, tu n'as pas envie de les louper parce que c'est tes clients ou c'est tes prospects, etc. Là, tout à l'heure, j'ai reçu un appel. Le gars, il me dit, OK, il faut absolument qu'on se rencontre pour la semaine prochaine, une offre à 5... Enfin, et donc, si j'étais en mode avion, peut-être que le mec, enfin, tu vois, moi, je suis parano. Le mec, il se dit, OK, il répond pas, OK, je vais aller voir la concurrence, etc. Donc, c'est un peu compliqué en tant que sales de mettre son téléphone de côté parce que tu as envie d'être toujours à l'affût d'opportunités, tu vois. Mais par contre, quand tu fais tes calls, par exemple, si tu fais du call, l'ennemi principal du commercial quand tu fais du call, c'est la dispersion. Et c'est incroyable comment tu peux te disperser quand tu fais du call. Je sais pas si vous l'avez vécu ou quoi. Au début, on a fait Sur les fichiers de contact, les trucs. Ah mais mec, Et t'es sur ton fichier, normalement t'as une chose à faire. Un fichier, un téléphone, c'est simple. Et ton CRM.
Ok? Donc moi, je vais mon fichier sur mon CRM, etc. Donc CRM, téléphone. Et ben en fait, non, tu vas aller voir sur son LinkedIn, la personne, si elle a publié un post avant, pour essayer d'avoir un petit, comment dire, icebreaker, etc. Mais sauf que, entre-temps, tu as une notification sur LinkedIn, ah bah tiens, je vais aller voir sur mon... Tu perds tellement de temps à faire ça. Donc, si tu étais juste concentré à 100% et donc tu mets tes notifications de côté, tu vas sur ton CRM, et même, tu vois, moi je suis allé un peu plus loin, j'ai un truc qui s'appelle Feeds Eradicator, où en fait... Feeds Eradicator, je sais pas si tu connais. Je vais sur YouTube, etc. Ouais. Où, voilà, et comment dire, ça te met de côté en fait toutes les notifs, etc. Donc comme ça, tu es concentré à 100%. En fait, c'est ça le principal, c'est de faire un boulot, mais de le faire bien et d'être concentré à 100%. Et après, ok, si tu as fini ta journée à 18h, mais en fait, tu peux avoir toutes les notifications possibles. Mais quand tu bosses, fais-le à 100%, quoi. Sinon, ta journée, elle va se finir à 22h et tu n'auras rien fait, quoi. Ah ouais, je suis aligné. Mais en plus, c'est tellement sous-coté le deep work. Parce qu'en fait, tu t'abases tellement plus que tes concurrents si tu es ultra focus, en fait, genre, je trouve. Et ouais, c'est une façon de se différencier, de créer un peu son avantage concurrentiel, en fait. Si tous les jours, tu es ultra focus, ne serait-ce que 2-3 heures, tu vois. En vrai, il y a pas mal de trucs à faire. Donc, ouais, très, très aligné avec ça. On peut peut-être parler, et on en a rapidement parlé, le voyage. Est-ce que, toi en plus, Anas, là, qui t'apprête à découvrir un petit peu Dubaï, et Lucas, là, tu parlais un petit peu de Mayotte. Est-ce que, d'après vous, faut-il, on va rester dans notre cas de figure, donc entrepreneur / agence, business de service, avec des clients en France principalement. Est-ce qu'il faut-il s'expatrier? Oui ou non? Pareil, on a une bonne expérience à donner aussi sur ça. Et qu'est-ce que vous avez, parce que vous avez fait un petit tour d'Europe aussi, est-ce que vous avez des petits conseils, des problématiques, des choses à éviter? Et est-ce que faut-il full s'expatrier ou rester en France, d'après vous? Je pense déjà avant de s'expatrier, parce que définitivement, il faut déjà tester des pays, différents pays, ne serait-ce que un mois minimum dans chaque pays, pour voir si tu te sens bien, parce que en ce moment tout le monde veut aller à Dubaï ou tout le monde veut aller à l'Europe de l'Est, tout ça. Mais si tu y es jamais allé et que c'est un environnement qui te correspond pas, c'est dommage quoi. De s'expatrier, c'est quand même une grosse décision. Tester d'abord, du coup. Mais tester et voyager quand tu bosses, ça c'est vraiment cool à faire. Alors on l'a testé hein, cet été. Alors il y a plusieurs types de destinations. On a testé les destinations plus estivales où il y a la plage, tout ça. C'était pas le meilleur endroit pour se focus, ça c'est sûr. Distraction. Ouais. Mais après on allait à Bucarest en Roumanie et là bah vraiment c'est une ville quoi, comme il y en a en France, type Lyon, voire Paris, pas trop grande. Et pour le coup, là, pour se focus, c'était beaucoup mieux. Il n'y a pas toutes les distractions que tu as en France. Du coup, tu vas pas le soir boire un verre avec tes potes ou quoi. Là, tu es vraiment focus. Tu peux échanger avec d'autres personnes qui sont là, d'autres entrepreneurs. Et moi, j'ai beaucoup aimé Bucarest pour bosser. C'était une ville vraiment cool. Ok, trop bien. Et toi, Lucas, qu'est-ce que tu penses un peu du mood parce que là, on a fait un petit tour de l'Asie pendant presque un an. Vous êtes allé en Thaïlande? Ah ouais, un an quand même. Hein. Ok. Moi, un peu moins, 7 mois. Moi, je suis resté un peu plus. Ouais. Toi, Il n'y a rien qui me retenait. ça a été quoi ton feedback un peu du mood digital nomade Bah, franchement, incroyable. Après, c'était une première expérience, la Thaïlande. Moi, j'avais jamais vraiment voyagé en dehors de l'Europe. Mais ouais, en fait, incroyable dans le sens où c'est nouveau, nouvelle culture, nouveaux endroits. T'as l'impression, enfin, surtout l'Asie, c'est extrêmement différent de ce qu'on connaît nous ici en France et en Europe. Donc, gros choc en fait, même en tant que personne, en tant qu'humain, C'est sous-côté. Hein. de découvrir en fait la diversité des choses dans tout leur, enfin dans plein de choses en fait. Donc déjà, ouais, une grosse claque par rapport à ça. Donc
ouverture d'esprit en fait. Et après, au niveau du business, pour allier le voyage et le business, je pense que c'est tout à fait viable. Mais pareil, encore une fois, il faut savoir cadrer les choses. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti à Bangkok principalement. Donc, à la base des bases, on devait partir que 3 mois. Mais au final, vu que c'était tellement bien, on est resté directement là-bas. Et Bangkok, bah, super ville pour travailler. Hein. Pareil, l'environnement incroyable. Des bureaux, des coworking hyper inspirants, dans des superbes tours. Le niveau de vie et les conditions de vie sont beaucoup plus abordables que ce qu'on peut avoir en France. Donc pareil, tu as un niveau de vie, tu peux te payer beaucoup plus de choses, donc ça te permet aussi d'être dans des meilleures conditions, quoi, pour le travail acharné qu'on donne tous les jours. Donc ça, c'est cool. Et donc ouais, pour en tout cas Bangkok, je valide. Après, on a essayé un peu de bouger forcément au bout de 6 mois après à Bangkok pour découvrir un peu d'autres aspects de la Thaïlande. Donc on a fait Chiang Mai, on a fait plus le côté des îles. Mais donc comme tu disais Sylvain, après quand c'est les îles, les choses comme ça, pour moi c'est deux choses différentes. C'est bien de dissocier les deux. Le mood un peu vacances du mood travail. En tout cas, je sais que pour moi, c'est pas hyper compatible. Il y en a qui arrivent à travailler sur des îles en détente, claquettes, et ils font beaucoup d'argent, mais je pense que ça dépend de chacun. C'est plus un état d'esprit, Ouais. environnement. Faut faire gaffe de pas tomber dans le piège quand même parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de mecs. Je sais pas, le mood Bali et tout, c'est bien à faire, à tester, mais en vrai, après, ça dépend ce que tu veux, mais je pense que t'as plus de. Après, c'est peut-être bullshit ce que je vais dire, mais t'as plus de milliardaires à Dubaï que à Bali. Dans le sens où, en fait, faut hard work, faut casser des barrières, faut encore plus se mettre de challenge. Moi, perso, c'est pareil, je retrouvais moins ça sur les îles en Thaïlande parce que t'as l'impression d'avoir coché tous les goals en fait que tu t'étais fixé. Et du coup, je pense que, pareil, moi, mon feedback sur ça, c'est important de garder sa routine parce qu'en fait, tu peux être vite dans un mood de tourisme, à découvrir plein de trucs, à te coucher plus tard, à sortir, boire un peu d'alcool la semaine, du coup être défocus le lendemain. En fait, je pense qu'il faut garder ce cadre-là et rester en fait sur des longues périodes en voyage. Ouais. Ça, j'ai pas précisé, mais c'est vrai que Parce que quand on parle voyage, enfin, c'est pas voyage, tac, je pars 2 semaines, on revient. Enfin, tu peux, mais dans ce cas-là, c'est pas moins optimisé, je trouve, pour le business. Pour garder le focus sur le moyen long terme, je pense pas. Faut rester sur le moyen long terme à l'endroit où tu vas. ouais, de ouf. Et à la limite, comme je disais tout à l'heure, tu bouges les week-ends en off pour découvrir et visiter. Et ça marche super bien. Et autre chose que j'ai pas précisé aussi, c'est après sur la partie gestion client. Parce que forcément là, on avait un décalage horaire J'allais en parler aussi, ouais. de 5-6 heures en fonction de la période. Et ça fonctionne aussi, hein, c'est juste juste de l'organisation. Au lieu de prendre les calls, non, en fait, on prenait quand même les calls l'après-midi et pour les clients, c'était le matin en France. Ouais. Mais donc, c'est viable, Et quand ça t'es- se fait. Ouais, quand t'es sales, ouais, c'est pas évident, par exemple l'Asie, tu vois. Parce que bah, typiquement, tes sessions de call calling, c'est assez compliqué parce que le matin en Thaïlande, c'est moins 6 heures par exemple sur la France. Donc c'est mort. Et du coup, bah, faut faire des choix en fait. Nos sources d'acquisition, ça va, on fait pas de call calling, donc on peut se permettre aussi de faire ça, mais ouais, c'est un choix en fait sur ça. Et du coup, ouais, moi typiquement, c'était mes rendez-vous l'après-midi, donc c'était le matin en France, l'après-midi là-bas, mais du coup, tu peux avoir tendance à finir tard tes Ouais. journées, tu vois. Ouais. 22h, t'es encore en Je me rendez-vous. rappelle, et vous aviez fait un live sur LinkedIn. 4h du matin. Il était quoi Ah ouais, ouais, incroyable ça. Ouais. Chauffé sur un coup de tête. Un webinar, ah mais incroyable ça. On avait loué un Airbnb pour faire un beau spot et tout. On avait viré tout le salon. On avait foutu les micros et tout. C'était vraiment en crash total. Et on lance le webinar à 1h du mat là-bas. Non, Et- il était même... Ah oui, ouais, il était 1h. Ouais, c'était 1h du mat. Et du coup, on lance le truc. Ça a duré jusqu'à 2h. C'était quel jour? C'était quel jour hein C'était un lundi, je crois. C'était Un dimanche, non? C'était en pleine semaine.
Un truc comme ça, ouais. On avait un peu abusé. Après, on part boire une bière à 4h du mat, parce que là-bas, tout est ouvert, ouais. Et, c'était incroyable. Et juste pour terminer sur ça, je pense que, enfin après vous avez déjà, ouais, on a vu votre feedback, c'est que après je pense que c'est une question de période aussi. Tu vois là, la Thaïlande c'est cool, on a testé, première bonne expérience et tout. Je sais que Bangkok pour travailler c'est bien aussi, mais après en fonction de l'évolution de la vision, des next steps, le réseau à se faire, l'évolution en fait, il y a des choses qu'on peut pas forcément anticiper. Donc moi, je reste assez ouvert de manière générale à ce qui se présente et on verra, tu vois. En fait, ce qui est ouf, c'est que quand tu es entrepreneur, tu captes à quel point tu es libre géographiquement, temporellement. Et ça, la plupart des salariés, parce que moi je le dis, parce que j'ai été salarié pendant 4-5 ans, tu vois, tu peux pas le faire, ça. C'est impossible. Clairement. Tu pointes, tu dis, ok, je vais partir de tel jour à tel jour, et t'as pas intérêt à être en retard sur le... Voilà. Donc ouais, t'es libre en fait quand t'es entrepreneur, et ça t'apprécies de ouf. Ouais. Et tu dis putain. Tes journées, c'est dingue, quoi. tu peux caler ta séance de sport à n'importe quelle heure dans ta journée. C'est ouais, sans partir à l'autre bout du monde, en fait, ouais, t'es libre de mouvement, d'organiser ouais, ta journée comme tu le souhaites. Ouais. Donc ouais, ça, grave bien. Après, tu vois, tu peux développer d'autres skills aussi quand tu pars à l'étranger. Je suis assez d'accord avec le truc de se dire, on reste longtemps, enfin, moyen, long terme dans un endroit. Nous, on a fait le truc de partir 2 semaines. Ça te nique ton focus. Tu travailles pas, gros. Ouais. Mais vraiment. Et voilà. Et donc là, moi, tu sais, j'ai un petit projet là. J'aimerais bien partir à Dubaï à partir de janvier. Donc, en gros, l'idée, c'est juste de tester, de découvrir l'endroit, de savoir si c'est cool. T'as plein de sons de cloche sur Dubaï, ouais, influenceurs, ça coûte trop cher, etc. Et puis après, t'as la partie entrepreneur où les gens te disent, en fait, c'est parfait pour le business. Donc du coup, j'ai juste envie d'aller voir. Donc, tu vois, là, je suis en train de demander à tout le monde autour de moi, est-ce que tu connais une personne à Dubaï? Est-ce que tu connais une personne à Dubaï? Et c'est dingue quand tu fais juste ce truc de referral, parce que tu pourrais le faire exactement en prospection. C'est exactement la même chose. Je vais dire pourquoi. Mais en gros, tu demandes à un pote à toi, est-ce que tu connais quelqu'un qui est à Dubaï? Et ben en fait, le mec, il te met en relation. Et par exemple, Denis notre pote, il m'a mis en relation avec un gars, gros. Coucou le dé. Il m'a mis en relation avec un gars, ça fait 8 ans qu'il est là-bas, ok? Et il a développé un réseau de malades, BNI, Roter, il m'a parlé d'un autre réseau, je sais pas quoi, mais bref, il côtoie des millionnaires et des milliardaires tous les jours. Il me dit, mais écoute, quand tu viens, je te mettrai en relation, tu vois? Et c'est juste parce que j'ai demandé à un pote d'être mis en relation avec une bonne personne, tu vois? C'est un truc de ouf. Et pareil pour la prospection, je fais toujours le lien avec le cold call, par exemple. Quand tu fais ton appel en call call et que la personne, elle te dit, bah en fait, non, pour moi, j'ai pas de besoin. Ok. Demande si elle connaît pas quelqu'un. Exactement. Et sur le ton de la rigolade, tu dis, ok, je sais que vous avez envie que je réussisse. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser la question, est-ce que vous savez s'il y a une personne dans votre réseau serait intéressée par les produits, les services que je vends? Vous savez très bien ce que je vends. Ah bah ouais, tiens, je peux essayer de trouver tout, tac, je te mets en relation, etc. Il suffit juste de demander. Ça, c'est notre mantra, ça. De ouf. Trop intéressant. Je pense qu'on est pas trop mal, hein, les gars. Ça fait pas mal de temps qu'on discute. Est-ce que pour terminer, vous avez peut-être parce que vous êtes très dev perso aussi, vous êtes chaud là-dedans. J'aime bien votre mood, les gars, avec les events, etc. Très, très, très chaud. Est-ce que vous avez appris des choses là depuis que vous entreprenez depuis 1 an avec Lead Panda? Des choses qui peuvent servir aux personnes qui nous regarderont, des apprentissages. Il y en a eu plein des apprentissages. Si t'en as un, moi j'allais dire en vrai, ça paraît con hein, et bateau, mais demander, juste demander. Et même pendant un temps, on avait un challenge en mode, ok, c'est quoi les trucs qui nous font peur, qu'on n'ose pas demander, mais qu'on va demander. Et on avait contacté Guillaume Moubèche directement sur son mail pour lui demander un partenariat. On avait demandé, je sais plus trop quoi, enfin plein de trucs, mais juste demander. Et parfois, en fait, on est surpris de ce qu'on arrive à obtenir. C'est juste demander. Mais le truc, c'est que la plupart des gens ne le font pas. Et ça fait la différence. Ok.
comment tu veux gagner si t'as peur de perdre. C'est ça en fait, c'est comment tu veux. C'est beau. Ah, mais c'est ça. Ouais, Comment tu veux espérer avoir quelque chose si t'as peur de. c'est En ça. fait, non, faut y aller quoi. Tant que la cloche n'a. Tant que. J'allais sortir une dinguerie. Non, En interview, là, c'est. tant que la cloche n'a pas sonné, le combat n'est pas terminé. C'est un peu lié. Ouais. Ouais, on va sortir nos meilleures citations. Là, c'est parti là. Là, lancez-vous dans les commentaires. Toi, c'est quoi, Anas? Un peu le. Mais moi, en vrai, dans le dev perso, j'ai testé quand même pas mal de choses. Et tu sais, j'étais un peu comme toi, un peu militaire. Je me levais à 5 h du mat, j'allais courir, revenir, je faisais des trucs super. Et en fait, c'est pas ça qui m'a le plus marqué. Parce que au bout d'un moment, t'arrêtes toutes tes routines parce que ça devient une contrainte, en fait. C'est, en gros, quand tu l'as pas fait, tu te dis putain, je l'ai pas fait, ça me saoule et tout. Donc tu t'en veux à toi-même, etc. Donc c'est pas d'être, comment dire, exigeant envers soi-même, c'est d'avoir une certaine souplesse envers toutes tes routines. Et c'est aussi de l'énergie. L'énergie comment dire, l'énergie que tu vas attirer. Ouais, je sais plus, écoute. Ah merde! Je t'écoutais et tout, mais. On était dedans là. En tout cas, non, mais ça, c'est intéressant. Je rebondis. Hein, parce que la souplesse dans les routines. Non, non, mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que tu vois, moi, c'est à l'inverse. En fait, c'est. Je vais me mettre des trucs hard. Mais j'ai besoin de ça, tu vois, pour. Je vais pas voir ça comme une contrainte. Je vais plus un combat avec le côté obscur de moi-même, tu Ouais, vois. je vois, Genre, ok, mec, fais-le parce que sinon, ouais, tu vas te laisser un peu mourir. Je, je pense qu'on va finir là-dessus, hein. On est pas mal, en tout cas, pas mal de petites choses. On a parlé d'agence, de dev perso, de vente, de voyage. Donc, en tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, si vous avez des idées de format, on est assez ouvert. Là, on vient de lancer ce format de podcast Ouais. Swill Media, donc on est ouvert à. Et les gars, franchement, et toutes les personnes qui écouteront ce podcast, si vous voulez des bases de données quali et savoir ce que Lead Panda fait et propose, on mettra du coup les liens dans la description. Et en tout cas, ça me fait. Et puis si vous voulez être formé aussi au call email et sur LinkedIn, pour le coup, moi, petite disclaimer, mais je suis en train de suivre votre formation Trop bien. en ce moment parce que je suis pas du tout tech, etc. Et j'ai besoin de connaître l'Emlist. Pour le coup, on a pris un abonnement à l'Emlist. On l'a repris. Donc ouais, je suis en on a train un de petit suivre. code promo pour les clients. C'est vraiment. Donc ouais, Trop bien. plutôt cool la formation, le format et tout. La plateforme est assez intuitive, etc. Donc ouais, top. Trop cool, trop cool. En tout cas, ouais, ça nous a fait très plaisir de parler avec vous, les gars. Et voilà, on se retrouvera peut-être sur un prochain épisode. Pour les next Plaisir. steps.